partage d'écran. Parfait, parfait. Et donc, nous nous sommes laissés ici, où on a démontré qu'on pouvait sortir l'équation de notre table de vérité, donc d'un système, par rapport aux combinaisons d'entrées pour lesquelles la sortie est égale à 1. On appelle ça une somme de produits. On peut aussi sortir l'équation de la sortie par rapport aux combinaisons d'entrées pour laquelle la sortie est égale à 0. On appelle ça des produits de somme. On a fait la démonstration algébrique pour prouver que ceci et cela décrivent le même comportement, même si quand on regarde le circuit, on n'a pas la même structure physique. Ça va? Donc, jusqu'à présent, on créait des circuits sans du tout les simplifier. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, quand on s'amuse à faire de l'algèbre, on peut donner le même problème à 10 personnes et on va avoir 10 solutions différentes. De bonne réponse, pas simplifiée du tout, à réponse excellente, à la plus simple expression. Donc, avec ce qu'on appelle l'algèbre de Boole, c'est un peu le même principe. Plus vous faites de l'algèbre de Boole, plus vous connaissez les théorèmes d'algèbre de Boole, et plus ça prend aussi de l'imagination, ça prend aussi de l'intuition pour faire de la simplification en mathématiques. Plus vous en faites, meilleur vous devenez. Le problème, c'est qu'en design, en conception, on ne peut pas laisser un design au hasard. On aimerait donner à plusieurs techniciens, à plusieurs ingénieurs, le même énoncé et que tout le monde finisse avec exactement le même circuit. Mais pour ça, il faut être capable de suivre un processus, des étapes, sans trop réfléchir. Ce processus ou ces étapes de simplification, en électronique numérique, on appelle ça la table de Carnot. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, on va y revenir la semaine prochaine. Ici, j'ai juste voulu démontrer comment, avec de l'algèbre de Boole, de l'algèbre, en fait, on est capable de simplifier nos équations booléennes et rendre un circuit qui aurait pu être très, très grand, beaucoup plus petit au départ. Et j'ai pris quelque chose de simple qu'on sait tous faire, additionner. Donc, si je descends un peu plus bas ici, je me suis amusé à faire quelques additions ici en binaire. Donc, évidemment, 0 plus 0, ça donne 0, pas trop de secret, en binaire. 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 1 en binaire, ça donne 2, ça va? Mais 2, c'est 1 qui est le plus significatif, suivi de 0. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que si je dis que je veux faire un bloc qui fait des additions, mon bloc doit avoir 2 bits d'entrée qu'on additionne et qui me donne un résultat et une retenue vers l'étage suivant, potentiellement. Si je fais 1 plus 1 plus 1, ça va? Donc, les deux premiers 1 me donnent 2, plus le 1 suivant, ça me donne, ça va, 3. Donc, 1 et une retenue à l'étage supplémentaire. Donc, en fait, chacun des blocs, si je divise si je fais une addition en décimale, unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille, etc., chacun des blocs, chacune des colonnes fait exactement le même travail. Chaque colonne reçoit potentiellement une retenue de l'étage précédent, reçoit les 2 chiffres au niveau de son étage à elle, fait l'addition, génère une somme et potentiellement projette une retenue vers l'étage suivant. Donc, moi, ici, j'ai créé une cellule d'addition qui reçoit C. C pour carry. Donc, en anglais, carry, c'est la retenue de l'étage précédent, qui reçoit A et B, les bits que je dois additionner à mon niveau, et qui génère la somme, donc qui est le bit le moins significatif, et C plus 1, carry plus 1, la retenue vers l'étage suivant. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est la même chose que notre système de sécurité, sauf que, donc, on a défini les entrées et les sorties de notre système. Là, on doit décrire son comportement sous forme d'une table de vérité. Donc, c'est ce que j'ai fait juste ici. Donc, quand je ne reçois rien de l'étage précédent et qu'à mon niveau, je dois additionner 0 plus 0, le résultat est 0 et aucune retenue vers l'étage suivant. Ça va?
Quand je n'ai aucune retenue de l'étage précédent et que j'ai 0, 1 à mon niveau, je donne 1 et je n'envoie rien à l'étage suivant. Quand j'ai, donc, on s'entend que les deux lignes ici, ça va, c'est la même chose. C'est bon? Ici maintenant, je ne reçois rien de l'étage précédent, mais à mon niveau, je dois faire 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2 en binaire. Donc, au niveau du bit le moins significatif, celui que j'ai appelé la somme, je donne 0. Et au niveau du bit le plus significatif, le carry, la retenue vers l'étage suivant, on a 1. Ça va? Donc, ici, encore une fois, 1. Ici, je reçois une retenue de l'étage précédent et je n'ai que un chiffre, 1 à mon niveau. Donc, le résultat va être 2, toujours. Le C, c'est l'étage précédent. Le C plus 1, c'est l'étage suivant. Ça va? Pardon? La somme. La somme. Donc, voilà, je l'ai schématisé ici. Donc, la première colonne, mon bit le moins significatif, epsilon ou sigma, la somme, et C plus 1, l'étage suivant. Ça va? Et donc, le dernier étage est peut-être le plus intéressant. Donc, je reçois quelque chose de mon étage précédent et j'ai 1 et 1 à mon niveau. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc, 1 à la somme et une retenue à l'étage suivant. Donc, on a notre table de vérité qui décrit en fonction des entrées ce qui doit se passer au niveau de la sortie C plus 1 et en fonction des entrées, ce qui doit se passer au niveau de la sortie somme. Donc, on va avoir deux équations. Une qui décrit le circuit qui génère C plus 1 et une qui décrit le circuit qui génère la somme. Ces deux circuits vont être mis dans la même boîte parce qu'ils dépendent tous les deux des mêmes trois entrées. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai pris C plus 1, ça va? Et j'ai sorti son équation. Ça, c'est du temps supplémentaire, je vais te facturer. Donc, allons-y comme ça. Donc, je vais dire que j'ai la colonne C, on va effacer ça après, plus 1, et j'ai la colonne somme. Ça va? Donc, si je fais 0 plus 0, ça me donne 0. Automatiquement, j'ai 0 ici. Ça va? Et on n'avait rien reçu d'un étage précédent parce que c'est le bit le moins significatif ici. Donc, rien de l'étage précédent, P0, C0, ça me donne 0, 0. C'est bon? Donc, si par contre, je viens schématiser, tiens, la ligne ici, ça va? En disant que A, c'est le B, c'est ici, et puis C, c'est là. Et puis A, c'est là. Donc, je vais dire, par exemple, je n'ai rien reçu de l'étage précédent, mais ici, j'ai 1 et ici, j'ai 0. Donc, encore une fois, ça va me donner 1 ici, 0 là. Ça va? C'est ce qu'on a ici. Si je prends lui, je ne reçois rien de l'étage précédent, mais j'ai un 1. Donc, ça va donner 0 ici, 1 ici, qui est rapporté là, donc 1, 0, 1, 0. C'est comme ça que la table marche. Ça va? OK. Donc, j'ai sorti l'équation pour cette colonne. Donc, on voit 1, 2, 3, 4 termes. Ils sont tous là. Donc, C bar BA, C bar BA, ou encore, voyons, ou encore C B bar A, C B bar A. Bref, on les a tous sortis comme ça. Et question de nous simplifier la vie, j'ai sorti l'équation par rapport au 1. Mais en réalité, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 0, on voit que ça n'aurait passablement rien changé ici, comme on l'a prouvé plus haut. Donc, ici, je veux simplifier mon équation. Et en algèbre, il y a toutes sortes de stratagèmes qui existent.
la mise en évidence, la substitution, la factorisation. Là. Bref, vous connaissez tous l'algèbre. Avec la distributivité, là, on peut passer 10 heures à nommer des concepts mathématiques ici. Tous ces concepts-là s'appliquent en algèbre de Boole, mais en plus, on a certains théorèmes d'algèbre de Boole qui nous aident à simplifier un peu plus. Je ne vais pas passer 1 ou 2 cours complets à faire de l'algèbre de Boole, c'est lourd et ça ne garantit pas la solution optimale. C'est l'étape de Carnot qui garantit la solution optimale. Donc, on passera beaucoup plus de temps sur l'étape de Carnot. Ici, on est juste là pour compléter la discussion. Donc, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire de la factorisation ou de la mise en évidence. Donc, j'ai groupé ensemble les termes qui semblaient similaires. Donc, j'ai groupé ce terme avec ce terme. Et donc, ça m'a permis de mettre AB en évidence. Et donc, à l'intérieur, il me reste C bar plus C. Mais C bar, c'est 0. C, c'est 1. Donc, si j'ai 0 plus 1, ça me donne toujours 1. Ça va? Donc, je suis capable de faire disparaître ceci et ces deux termes-là combinés me donnent tout simplement BA. Maintenant, de l'autre côté, j'ai mis en évidence, entre ça et ça, j'ai mis en évidence le C. Et donc, B bar A, B à bar, on est en train de tester ici la différence entre deux bits. Je vais remonter rapidement dans nos portes logiques. On est ici, c'est exactement ça. Ça va? Donc, on est avec un ou exclusif ici. Donc, on va redescendre. Et tout ça ici, je le réécris comme ceci. C'est un ou exclusif. Et donc, j'ai un et ici qui multiplie ces deux. J'ai un ou qui relie ce et avec un c qui, lui, est multiplié et qui rentre dans un ou exclusif. Donc, c'est ce que j'ai. Voilà mon BA, juste ici, qui rentre dans le ou qui est juste là. De l'autre côté, j'ai C qui est multiplié par B ou exclusif. B ou exclusif. Voilà mon équation simplifiée, qui contient une porte ou, une porte et, un ou exclusif, un et, un ou et un deuxième et. Alors qu'à l'origine, j'avais 1, 2, 3 ou, 1, 2, 3 inverseurs, 1 et, 2 et, 3 et, 4 et, 5 et, 6 et, 7 et, 8 et. On est à des kilomètres là, en termes de nombre de portes ici par rapport à nombre de portes là. Ça va? Donc, en termes de coût, en termes de rapidité d'obtention du résultat, parce que plus votre circuit est gros, plus les signaux prennent du temps pour se propager de l'entrée à la sortie. Donc, ça va vous prendre plus de temps pour avoir votre résultat. Ça va consommer plus d'énergie. Bref, la simplification, elle a une raison. Mais je dois vous dire que dans notre cours, je répète, on n'est pas en électronique ici, on est en informatique. Je vous montre le concept, mais je vais vous faire utiliser la méthode qui est un peu plus rapide et un peu plus optimale pour nous. Si j'étais dans un deck en électronique, on verrait tous les théorèmes, les tours de passe-passe, mais ce n'est pas le but visé ici. Ça va? Donc, j'ai fait la même chose pour la somme. Donc, si on descend, j'ai encerclé toutes les combinaisons d'entrée pour laquelle la sortie était à 1. Et ici, ça montre que oui, on peut être bon en algèbre. L'algèbre, c'est des outils mathématiques, mais il faut avoir aussi un peu d'imagination pour simplifier jusqu'à la plus simple expression. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait des groupes. Donc, mon premier groupe rouge ici, j'ai mis le C bar en évidence. Ça me donne ceci. Mon groupe de ce côté-ci, j'ai mis le C en évidence. Ça me donne cela. Ceci est un ou exclusif, ceci est un non ou exclusif. Donc, j'ai réécrit le tout. Et on aurait pu arrêter là. Mais en algèbre, on a aussi ce qu'on appelle la substitution. Donc, j'ai créé une variable x et j'ai dit que x est égal à c. J'ai créé une variable y, j'ai dit que y égale à b ou exclusif a. Et donc,
j'ai réécrit cette équation en termes de x et de y. Donc, si x vaut c, c bar, c'est x bar. Si y vaut b ou exclusif a, donc, tout ce terme-là, c'est ça ici. C'est bon? Donc, où c'est non ou exclusif. Okay. Donc, C, c'est X. Et si ça, c'est ou exclusif, non ou exclusif, c'est Y bar. Donc, cette équation, je l'ai réécrite comme ceci, mais en substitution. OK. Mais quand je regarde ça ici, on se trouve dans quelle situation ici? X est faux, X est vrai, Y est vrai, Y est faux. C'est encore ou exclusif, cette histoire-là. Donc, j'ai réécrit comme ceci. Et maintenant, je substitue à nouveau. Je remets les valeurs initiales. Donc, je finis avec ce magnifique petit circuit. Alors qu'au départ, j'avais un très gros circuit avec beaucoup de portes logiques. Mais la majorité des gens auraient peut-être arrêté directement ici. Donc, c'est là où on dit qu'en ingénierie, en conception, que ce soit de la programmation, que ce soit de l'électronique, l'expérience compte pour beaucoup. Quelqu'un avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'habitude, va connaître ses tours de passe-passe. Quelqu'un qui a juste appris la formule de base va arrêter là. Mais pour s'assurer que tous les designers arrivent à la solution optimale, il nous faut des méthodes qui demandent un peu moins d'intuition, un peu moins d'imagination. Et la réponse pour nous ici, c'est ce qu'on appelle l'étape de Carnot. Ça va? Donc, on pourrait designer toutes sortes d'autres choses de cette manière, mais cette technique-là, elle reste quand même un peu limitée. Pourquoi? Parce que si je vous disais que je voulais créer, reprenons notre système de sécurité de tout à l'heure. On avait 3 entrées, une sortie. Ça va? Si je voulais un système de sécurité tout simplement à 5 entrées, 5 capteurs. Avec 5 capteurs, on est à 32 combinaisons possibles. Avec 8 capteurs, on est à 256 combinaisons possibles. Avec 10 capteurs, on est à 1024 combinaisons possibles. Donc, vous n'avez aucune envie de remplir cette table de vérité. Vous n'avez aucune envie de faire de l'algèbre de boule avec elle. Donc, on a d'autres moyens en conception numérique. On a des langages de programmation. Il y a un langage de programmation, par exemple, qui s'appelle le Verilog. Il y en a un autre qui s'appelle le VHDL. Ce sont des langages de programmation avec des variables, des constantes, des structures de décision, des structures de répétition qui nous permettent, en codant, de décrire le comportement d'un système. Et le compilateur, pour ces langages-là, prend ce qu'on a décrit et le convertit pour nous en configuration de porte logique. Mais ça, c'est un sujet d'électronique pure, ça va même de première année en ingénierie. Mais je veux que vous compreniez globalement qu'est-ce qui se passe dans ce domaine. Donc, évidemment, on aura des exercices où je vous donnerai des petits énoncés et je vous demanderai de me construire et simuler le circuit par rapport au 0, par rapport au 1, pour vérifier qu'on a bien maîtrisé cette technique-là. Donc, là, ce que je vais faire, et j'espère que je n'ai pas oublié de redémarrer l'enregistrement. OK, c'est bon. On l'avait redémarré. C'est que là, ce que je vais faire, je vais ouvrir Multisim. Je vais ouvrir Multisim et je vais vous montrer où dans Multisim aller chercher vos portes logiques, où dans Multisim aller chercher vos interrupteurs, où dans Multisim aller chercher vos LED, vos lumières, comment connecter vos différents composants avec des fils, comment simuler. Donc, je ne ferai pas un gros circuit comme celui-ci, je vais faire un petit circuit et votre premier exercice, une fois Multisim installé, sera de vérifier que le premier design ici par rapport au 1 et le premier et le second design ici par rapport au 0, lorsqu'on donne les combinaisons d'entrée qui sont supposées allumer la sortie, dans les deux cas, les systèmes allument la sortie. Donc, ça prouve que l'équation en somme de produits et l'équation en produit de somme
font exactement la même chose. Deuxième exercice, on va s'amuser à créer un petit additionneur, ça va? Et vérifier que, en fait, dans l'énoncé de laboratoire, ce sera un additionneur qui va faire quoi? Qui va mettre, si on veut, en parallèle, 4 additionneurs comme celui-là. Pourquoi? Parce que le premier additionneur va comparer les 2 bits les moins significatifs de notre chiffre. Le deuxième, les autres bits. Les autres bits jusqu'aux bits les plus significatifs. Donc, chaque additionneur va prendre la retenue de l'étage précédent, additionner ces 2 bits et envoyer le résultat à l'étage suivant. Donc, on va faire un additionneur 4 bits. Donc, on va être capable d'additionner des valeurs de 0, 0, 0, 0, donc 0 jusqu'à 1, 1, 1, jusqu'à 15. On va être capable de faire comme addition maximale 15 plus 15. Et le résultat va être donné en binaire. Et on va être capable d'afficher ce résultat en binaire. Si plus tard, le résultat binaire, on veut l'afficher en décimal, on va devoir concevoir ce qu'on appelle un convertisseur décimal à binaire. Donc, des convertisseurs, des décodeurs, des encodeurs, il faut comprendre aussi ce que ça fait, ce que c'est dans la vie, comment c'est construit. Donc, chacun de nos exercices va s'emboîter dans l'exercice suivant, en réalité, pour nous faire un design, un circuit complet qui est fonctionnel. Donc, et je répète, tout ça, ça nous permet de pousser nos compétences en électronique et par la suite en programmation, en attendant d'avoir le Raspberry Pi et tout le reste du matériel où on va pouvoir appliquer ces notions-là à des objets connectés. Donc, je vais, sans plus attendre, minimiser ce classeur. On va continuer à travailler dans ce classeur OneNote la semaine prochaine en Théo, où je vais rajouter un cours 2. Et dans le cours 2, là, on va expliquer ce que c'est que les Carnot, comment ça sert à simplifier. On va faire quelques exemples de simplification. Et ensuite, on va simuler encore dans Multisim. Donc, on va garder ce même format là pour quelques séances. Donc, je vais minimiser. Sur mon bureau ici, démo sim. Donc, j'ai Multisim ici, j'ai Utility Board ici. Multisim permet de créer les schémas de circuits électriques, électroniques, électrotechniques et de les simuler. Utility Board permet de créer les circuits imprimés sur lesquels vont être soudés les différentes composantes qui représentent notre circuit. Donc, je vais ouvrir Multisim. Parfait. Et dans Multisim, on a toutes sortes d'outils virtuels ici sur notre panneau. Je vais aller chercher, par exemple, je n'ai pas de... non, ils sont très différents pourtant. Donne-moi 2 petites secondes. Je vais aller chercher... Voilà. Donc, un oscilloscope, par exemple, si on double-clique dessus, l'oscilloscope qui est là, c'est presque le même modèle qu'on a en électronique dans les laboratoires de l'autre côté. On peut l'allumer, on peut changer les paramètres. En fait, les manipulations qu'on va apprendre à faire ici, si on est en laboratoire en électronique, on se retrouverait parce que c'est la même interface, c'est les mêmes boutons, ça va être les mêmes formes d'ondes qu'on va voir à l'écran. Donc, nous ici, si on veut un petit circuit simple, ça va? Donc, on va tester, disons, je vais faire un circuit logique au hasard, là, juste pour montrer où aller chercher les pièces, comment les placer, comment simuler. Donc, juste ici en haut, sur ma barre de tâches, j'ai plusieurs icônes. Donc, Place Source. Donc, on va cliquer là lorsqu'on va vouloir aller chercher des sources d'alimentation. Des sources d'alimentation DC, des sources d'alimentation alternatives. Ici, je vais pouvoir venir chercher dans Place Basic des composants de base, comme des résistances, par exemple, des diodes, des DEL, des transistors. Bref, on va découvrir les différents menus au fur et à mesure qu'on en a besoin. Parce que, comme j'ai dit, c'est un gros logiciel, un vrai logiciel d'ingénierie. Donc, on peut prendre beaucoup de temps juste à présenter les menus. Donc, pour nos besoins,
je vais venir cliquer ici sur Place TTL. On a aussi juste à côté Place CMOS. En fait, il y a deux grandes technologies qui existent en électronique pour créer des portes logiques. J'ai tapé tout à l'heure sur Google 74LS00, 74LS04. Ça, c'est la technologie TTL, Transistor to Transistor Logic. Donc, à l'intérieur de nos portes logiques, en réalité, ce sont des transistors qu'il y a. On a aussi une autre technologie pour créer des portes logiques, c'est la technologie CMOS, pour Complementary Metal Oxide Semiconductor. Donc, c'est une autre technique de fabrication différente. Nous, ce qui va nous... Bon, qu'on prenne ici ou là, ça ne change rien en simulation. Dans la vraie vie, ça change, parce que le voltage qui est considéré comme un niveau logique ou comme un niveau logique 1, comme un niveau logique 0 ou 1, en TTL est différent du voltage qui est considéré comme un 0, comme un 1 en CMOS. Donc, si je veux mixer des puces CMOS avec des puces TTL, je dois faire un circuit pour adapter les niveaux. Donc, pour ne pas se compliquer la vie, on va aller dans TTL. Et dans TTL, comme on voit, si on choisit un numéro de pièce, on a sa représentation à côté. Donc, si je fais 74 LS, 74 LS, disons 0,8. Je vais faire 74 0,8 directement. Ça va? Le J, le N, c'est des paramètres qui vont nous permettre de définir cette pièce-là. Elle est capable d'opérer à quelle température? Entre moins X degrés Celsius et Y degrés Celsius. Quel est le courant maximum qu'on peut injecter dans les entrées ou qui peut être fourni à la sortie? Ça n'a pas trop d'importance pour nous aujourd'hui. Donc, je vais prendre une de ces puces. Donc, ça me dit quad to input end. Donc, une puce qui contient 4 portes E à 2 entrées chacune. C'est ce qu'on est en train de me raconter. Ça va? Donc, j'appuie sur OK. Et là, A, B, C, D, c'est parce que je peux placer la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième des 4 portes E qui sont dans le boîtier. Je vous ai montré ce boîtier sur Internet tout à l'heure. Donc, je vais sélectionner A. J'ai ma puce juste ici. Si je fais CTRL, évidemment, je suis sur Mac. Donc, je n'ai pas de... Si vous faites CTRL-R, ça va sur Windows, ça va vous permettre de faire tourner la porte logique. Donc, une fois qu'elle est placée, si je la sélectionne avec le bouton droit, je peux toujours la faire tourner ici si je veux. Ça va? Donc, j'ai placé la première et on peut faire du copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, ça marche sans problème. Ou avec le bouton droit, copie, paste, pas paste, paste. Donc, elle est placée. Je vais maintenant aller chercher au même endroit une porte où de mémoire, ça c'est 32. Ça va? Je ne vais pas vous demander de chercher dans la liste. Si on est en exercice ou en laboratoire, je vais vous donner les pièces à aller chercher, les numéros, pour que ça aille rapidement pour vous. Donc, encore une fois, c'est une puce qui contient 4 portes ou à 2 entrées chacune. Donc, OK, je veux prendre la première, je vais la placer juste ici. C'est bon. Et donc, je veux donc connecter ici à ici. Ça va? Et je veux aussi connecter ici à ici. C'est bon? Donc, quand on s'approche d'une sortie ou d'une entrée, on voit que le pointeur change. Ça devient un viseur. Si on clique avec le bouton gauche, on est automatiquement connecté et le fil nous suit, peu importe où on va. Ça va? Si je clique une autre fois, le fil stop et il me permet de changer de direction. Donc, je vais cliquer à nouveau, je vais cliquer à nouveau. Donc, je viens de connecter ici la sortie avec l'entrée. De la même façon, je vais connecter la sortie avec l'entrée. Ça va?
Ici, moi, j'aimerais qu'une LED s'allume. Donc, on va voir un peu plus tard, quand on aura vu qu'est-ce que le voltage, le courant, la résistance, qu'une LED, normalement, on doit toujours mettre une résistance juste avant pour limiter le courant qui la traverse, sinon elle brûle. Mais ici, en simulation, vous n'allez pas voir la LED brûler ou exploser. On vient de commencer, on ne va pas se compliquer trop la vie. Donc, je vais aller dans la section Place Diode, juste ici. Et dans la section Place Diode, on a ici des LED. Light Emitting Diode, donc des diodes émettrices de lumière. On en a toute une famille. Couleur préférée, madame? Rouge. Donc, on va prendre une LED rouge juste ici. Ça va? Donc, ce qui va se produire dans notre animation, donc, je vais prendre ça, je vais connecter ça ici, et ce côté-ci de ma LED doit être branché au ground, à la masse, à la borne négative d'une alimentation. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais venir juste ici dans Place Source, et ce qu'on va faire, c'est que dans Power Source, on va aller chercher ce qu'on appelle le ground. Donc, le ground, ça représente la borne négative d'une pile ou d'une alimentation. Je vais faire OK. Je vais venir placer ça là et je vais me connecter. Je vais tout sélectionner et déplacer pour me faire un peu plus d'espace. Donc, Place Source, Power Source, parce qu'on a différents types de sources d'alimentation qui existent en électronique. Donc, Power Source, Ground, et je suis venu le placer sur ma page. Ça va? C'est la borne négative de ta batterie. Sur une pile, tu as plus, tu as moins. Donc, le ground ici, ça représente le moins. Ça va? Okay. Donc, maintenant, moi, j'aimerais venir placer des interrupteurs ici pour simuler l'activation ou la désactivation du capteur A, B, C. Voilà. Déjà, j'aimerais avoir un signal ABC. Donc, ce que je vais faire la chose suivante. Je vais venir prendre des résistances, juste ici. Donc, je vais venir dans Place Basic. On va descendre, Resistor. Je vais venir faire OK. Je vais placer une résistance. Je vais venir changer son orientation, disons comme ça. Et 1 kilo ici, ça veut dire 1000. Ça va? 1 kilo-ohm, 1000 ohms. Le ohm étant l'unité de mesure de la résistance. Si je double-clique sur ma résistance, je peux venir varier cette valeur. Donc, je vais mettre 330. J'expliquerai pourquoi en temps et lieu. Pour l'instant, mettez 330. Je vais recopier ce composant une deuxième fois. Je vais recopier ce composant une troisième fois ici. Et je vais venir faire la chose suivante. On va remonter juste un peu. Je vais retourner dans, évidemment, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir refaire ça à tête reposée. Je vais retourner dans Place Source et je vais venir chercher maintenant VCC. VCC, ça représente l'alimentation positive de notre batterie. Donc, je vais venir placer mon VCC juste ici. Et mon VCC, je peux changer sa valeur. Par défaut, c'est 5 volts, mais je pourrais mettre 10, 50, 15, etc. Et je vais venir connecter les résistances. Okay. Donc, je vais venir connecter les résistances ici au VCC. Donc, toutes les résistances sont alimentées à 5 volts en réalité. Donc, on va descendre un peu notre design ici.
Et maintenant, je vais venir chercher des interrupteurs. Donc, je vais venir dans Place Basic. Et si je descends, on devrait avoir une section Switch. Switch juste ici. Ça va? Et on va venir prendre ceci. Donc, un interrupteur. On a des interrupteurs double, triple, etc. Donc, je vais prendre un interrupteur simple, ce qu'on appelle un deep switch. Et je vais en prendre 3 comme ça. Donc, je vais placer le premier. Je vais venir le faire tourner sur lui-même. Le texte qui est là, je vais le mettre de l'autre côté. Remarquez, il s'appelle A, mon interrupteur. Ça va? Si je fais, évidemment, je suis sur Mac. Ah là 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 là. Donc, si vous êtes sur Windows et vous faites de mémoire, c'est CTRL-A, l'interrupteur va se fermer. Vous faites CTRL... pourquoi? Parce que si je rentre dans les propriétés de mon interrupteur, Key for Toggle A. Mais je peux attribuer une autre touche du clavier aussi. Je pense que c'est bon. Donc, juste en appuyant A, regardez, l'interrupteur se ferme et l'interrupteur s'ouvre. Mais en cliquant aussi, ça se ferme et ça s'ouvre. Mais des fois, je n'ai pas envie de cliquer. Je veux rapidement changer l'état de l'interrupteur. Donc, avec A, ici, ça marche. Donc, je vais faire quoi? Je vais le sélectionner, le copier, le coller. Mais le deuxième, vous aurez compris que ce n'est pas A que je vais mettre, c'est B, par exemple. Pour simuler mon entrée B. On peut les placer avec les flèches aussi, pour plus de précision. Donc, je vais double-cliquer, je vais venir mettre B. Et donc, en appuyant sur B, je le contrôle, en appuyant sur A, je contrôle. Je vais en mettre un dernier qui va représenter l'entrée C. Donc, la feuille qu'on a présentement, elle a une certaine taille, mais dans les propriétés de la feuille, on peut l'agrandir. Si ce n'est pas assez grand, on peut créer plusieurs feuilles et faire des designs où le signal sort d'une feuille, tombe sur la feuille suivante, etc. Donc, je vais mettre un troisième ici que je vais appeler, vous l'aurez compris, C. Donc, allons-y. Je vais les... On va les descendre un peu, juste ici. Et je vais venir connecter chacun d'entre eux à sa résistance. Résistance et je vais me débarrasser de ça. Et je vais revenir dans Play Source ici et je vais encore une fois venir prendre du ground. Donc, ici, une autre fois ici et une autre fois ici. Et je vais me connecter de 1, de 2 et de 3. Donc, avant d'aller plus loin, remarquez que je n'ai rien connecté de ce côté-ci encore. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire play. Donc, je vais lancer la simulation. Et si je viens ici, tiens, Measurement Probe, je vais venir me placer ici, par exemple. Je vais venir me placer ici. Je vais venir me placer ici. C'est bon? Et Escape pour lâcher les probes. Et je vais juste nous déplacer un peu. On va les mettre dans l'ordre. Ça va de la dernière à la première. C'est bon? Donc, je lis présentement 5 volts, 5 volts, 5 volts. Donc,
5 volts ici, 5 volts ici et 5 volts là. Je vais fermer l'interrupteur A. 152 picovolts. Les picots, c'est 10 à la moins 12. Donc 0,000000000000152. C'est 0 volts. Donc, je vais rouvrir l'interrupteur A, 5 volts. Fermer l'interrupteur B, ouvrir l'interrupteur B, fermer l'interrupteur C, ouvrir l'interrupteur C. Donc, je suis capable de simuler mes niveaux logiques 0 et 1 présentement. Ça va pour tout le monde? Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement venir me connecter. Et là, je dessine un circuit au hasard. Ça va? Mais on serait capable, en sortant l'équation de ce circuit, de prédire pour quelle combinaison des entrées notre sortie va être égale à 1. Donc, ça peut aller dans les deux sens. À partir de la table de vérité, je sais pour quelle combinaison d'entrées le circuit est égal à 1, la sortie est égale à 1, je sors l'équation, je crée le circuit. Mais pour un circuit qui est créé, qu'on veut reverse engineer, on vous donne un circuit et vous ne savez pas quelle combinaison d'entrées le font fonctionner. Vous dessinez le schéma, vous reproduisez l'équation et à partir de l'équation, on peut remplir la table de vérité. Donc ici, je vais y aller juste comme ça. Ça va? Donc, pour que ma sortie soit vraie, ça va? Il faut que j'ai 1 sur une de ces deux branches-là, parce que c'est un OU. Mais pour avoir 1 sur la branche ici, il faut que mon signal C et que mon signal B soient vrais tous les deux. Pour avoir un 1 sur la branche ici, il faut que mon signal C et mon signal A soient vrais. Donc, si je m'amuse à mettre tous les signaux à faux, à 0 volts, donc on va fermer A, on va fermer B, on va fermer C. Et on lance la simulation. Donc, tout le monde est à 0 partout. Et donc, regardez, ma LED est éteinte. Pourquoi? Parce que ici, l'eau, j'ai un niveau logique bas, donc j'ai 0, 0, donc évidemment, j'ai 0 à la sortie. Ça va? Si par contre, je viens mettre à B un 1, c'est bon, et mettre à C un 1, et mettre à C un 1. Donc, je vais reprendre ma sonde. J'ai 5 volts ici, ça va? J'ai 5 volts ici, donc j'ai 5 volts là. Et même si j'ai 0 volts ici, puisque c'est un OU, j'ai donc un 5 volts à la sortie. Mais là, on y allait par expérimentation. Tout le monde est d'accord? Est-ce que j'aurais pu prévoir, sans tester, pour quelle combinaison d'entrées ma sortie était vraie? Et la réponse est oui, j'aurais pu. Comment? Comme ceci. Donc, ce que je vais faire, ça va, tout le monde a compris comment faire la simulation? C'est assez simple en réalité. Donc, je vais stopper. Ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais prendre une magnifique photo. De mon circuit juste ici, que je vais copier et amener juste ici dans OneNote. Et on va l'agrandir quelques secondes. Ça va? Donc, je vais l'agrandir et regardez ce qui va suivre. OK, on a une bonne taille de crayon. Je vais juste tirer un trait ici pour dire qu'on change d'histoire. Donc, ici, on est connecté à quoi? On est connecté à C. Ça va?
sur ce trait-là. Tout le monde voit ça? Donc ici, j'ai C. Ici, j'ai B. Ici, j'ai C. Ici, j'ai A. Donc ici, je me trouve avec C, B. Ici, je me retrouve avec C, A. Ici, je me retrouve avec C, B plus C, C, A. Ça va? Et je peux faire mieux encore. Donc, F, ma sortie est égale à CB ou CA. Si je veux faire un peu d'algèbre, je peux faire C, B plus A égale F. Donc, en fait, ma sortie dépend de C. Ça va? Peu importe ce que je fais à A ou à B, si C est égal à 0, automatiquement, la sortie est égale à 0. Ça va? Donc, l'algèbre de Boole me permet de prédire le comportement d'un circuit avant même de le tester, me permet de connaître aussi à quoi ressemble un circuit avant de le construire. Ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, normalement, en arrivant ici, Multisim aurait déjà dû être téléchargé, préinstallé, et une fois que on a fait plus que réviser, là, on est repassé à travers toute la matière du cours de la semaine dernière, mais on était 2 ici la semaine dernière, je pense. Ça va? Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine de le refaire et de l'enregistrer. Comme ça, si on a des nouveaux membres de la famille qui se joignent à nous dans les semaines à venir, ils n'auront qu'à aller regarder l'enregistrement, toute l'information y est. Et vous étiez présents aujourd'hui, toute l'information y est. Donc, la balance ici, on finit à 13h30 normalement. OK. La balance qui était prévue, c'est que avec le design qui est déjà là, que vous vous amusiez dans Multisim pour construire le circuit, ainsi de suite. Donc, maintenant, Multisim prend un certain temps à installer. Donc, parce que vous n'avez pas fait votre installation, vous n'étiez pas là, je suis obligé de continuer à parler et donner de l'information. Je ne peux pas dire que vous n'avez pas Multisim, on ne donne pas de cours, rentrez chez vous. C'est les autres profs qui font ça. Pas bon. Donc là, on va prendre une pause. En revenant de la pause, on va commencer à parler de simplification avec Carnot. Ça va pour tout le monde? Donc, prenons une vingtaine, ça vous va? C'est bon? Donc, il est 33, j'arrondis à 35. Revenons dans 20 minutes. Good? Je stoppe l'enregistrement en attendant. Une seconde.